Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Chantier politique, votre émission de débat politique sur HTV. Le 7 octobre prochain, le Cameroun choisira son président. 9 candidats sont en lice, parmi lesquels le chef de l'État sortant. Depuis quelques jours, l'idée d'une coalition des candidats de l'opposition prend progressivement corps avec le ralliement de certains partis politiques à quelques-uns des candidats à la présidentielle. Du coup, quelques questions s'imposent. Peut-on parvenir à une coalition des 8 candidats de l'opposition à la présidentielle du 7 octobre prochain? Cette coalition se ferait selon quelle modalité? Cette coalition est-elle nécessaire pour parvenir à battre le candidat du RDPC au pouvoir? Le Cameroun essaye aussi de se défaire du sanglant piège dans lequel les combattants armés des régions du nord-ouest et du sud-ouest l'ont plongé. Avant d'envisager une sortie de crise politique à travers l'organisation d'un dialogue politique, le gouvernement demande que lui soit indiqué le leader politique de ce mouvement sécessionniste, avec qui, côté sécessionniste, peut-on organiser ce dialogue politique? Qui, aujourd'hui, pour discuter avec le gouvernement de cette question pour parvenir à une sortie de crise politique et concertée? Tels sont les sujets en débat dans cette édition de Chantier politique. Pour en parler ce soir, nous recevons Moïse Noyem, qui est vice-président national du MRC. Bonsoir Moïse. Jeune, vice-président. Vice-président national du MRC Jeune. Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre première sur ce plateau. Effectivement. Merci de l'honneur que vous nous faites. Merci beaucoup. Et nous recevons en face de vous Léon Onana, communicant du candidat Cabral Libi. Bonsoir. Bonsoir Bontiebe, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de HTV. C'est également votre première sur ce plateau. Oui, c'est la première. Je crois qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est ce que nous souhaitons. Mesdames, Messieurs, nous marquons une très courte pause, puis nous prenons le débat en plateau. Politique avec les 8 autres candidats de l'opposition. Okay, thank you very much. As you said, let me come back for the introduction. I am Noye Moses, the 55th National Vice President, Youth National Vice President of the CRM. And I'm so amazed of the question you're asking me. Yes, the CRM, we as a party in the CRM, we are ready and we are for a coalition. But let me tell you something. You talk about a political party. And if you are to maybe number the people militating in the political party, how many are there? So for me and for our party and even for our candidate, the best coalition is the coalition with the people. And this is what our candidate, you can see at the throws all over the nation. He has been in the far north region, he has been in the north region, he has been in the, even now he's about to be somewhere that you will see it by maybe next tomorrow. So the best coalition, you go there, you go to the grassroots, you meet the people, you talk to them, you discover what are their problems. And because they are the mass electorate, you cannot just maybe because you want to make a coalition with some political party, you just rely, maybe come to the television panels saying things that you want to make coalition with other parties. No, go to the field there, talk to the populations, they will tell you what you discover as a candidate, a person who is aspiring to be a president, as in you want to rule a nation. You are supposed to know what the masses, what they are facing in their daily basis. So this is what we are doing in the CRM. We make a coalition with the people. We discover people's problems. We go to them daily. We talk to them. And even as I'm telling you, all over the nation, you will see that we are presented. We talk to the people, trust medias, trust social medias,
in all manners. Ce que les autres candidats font aussi. Exactly. I cannot deny that other candidates are not doing that. I cannot deny it. But when you, let's be realistic. Let's be realistic. In this political arena where we are in our country, you find out that the best person who is always on the field is Professor Maurice Kamto. Donc très bien, on vous a donc compris. Je voudrais préciser sur la question que je parlais tout à l'heure de ralliement de certaines formations politiques sur la candidature de certains candidats. Vous, au MRC, vous êtes particulièrement concernés. Le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, MPCN, de Paul-Éric Kingé, a déjà choisi de soutenir le candidat Maurice Kamto. L'UPC a également choisi de soutenir le candidat Maurice Kamto. Donc, vous êtes pour une coalition avec le peuple, comme vous l'expliquez, mais vous êtes également pour une coalition entre différentes formations politiques, différents mouvements politiques. Est-ce que vous êtes encore prêt pour une coalition avec les autres candidats politiques? Est-ce que, par exemple, à cette heure, le candidat Maurice Kamto pourrait annoncer son ralliement à un autre candidat à cette élection? Oui, je vais dire ceci. Dès le 15 avril de cette année, après notre convention, quand notre candidat a été élu par un suffrage universel, après son élection, il a dit qu'il est ouvert à toute négociation avec les partis de l'opposition pour qu'ensemble on forme une opposition unique, crédible. Mais alors, il faut qu'il y ait vraiment une transparence, une certaine crédibilité entre les partis de l'opposition. Et s'il s'agit de coaliser, quels sont les critères, quelles sont les conditions? Parce qu'il ne faut pas, peut-être dans une équipe de football, il faut vraiment une organisation. Il faut peut-être le défenseur, l'attaquant, ainsi de suite. Il faut cette organisation. Et maintenant, il faut voir parmi ces candidats qui est le mieux placé, qui a vraiment le bagage, que ce soit intellectuel, que ce soit le bagage d'expérience, et dans le pays ou à l'extérieur du pays. Il faut voir tous ces critères. Et vraiment, pour ne pas être peut-être se jeter de fleurs, je dis la vérité, je pense que parmi les figures de l'opposition, le professeur Maurice Kamto, à travers ce qu'il a fait, il est le meilleur candidat pour porter le brassard de l'opposition. Donc vous ne seriez pas mécontent, vous ne refuseriez pas un éventuel ralliement de notre candidat de l'opposition à votre candidature? Non, nous sommes ouverts. Vous restez ouvert? Oui, nous sommes ouverts. ouverts. Quand il s'agit du ralliement d'autres candidats à votre candidature. Oui, mais l'inverse n'est pas possible. C'est ce que vous essayez de nous dire. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. Mais il faut d'abord voir les critères. Il faut d'abord voir les critères. Il faut qu'il y ait Sauf vraiment... que nous sommes à quelques semaines de l'élection. Effectivement. Parce qu'il fut un temps, un candidat de l'opposition avait parlé des primaires de l'opposition. Je ne sais pas. De quelle base allons-nous partir pour les primaires de l'opposition? Pratiquement, avec les délais dont nous disposons, cette idée serait difficilement applicable dans les termes, dans la formule qui avait été proposée. Monsieur Onana, je voudrais vous poser la même question aujourd'hui. Est-ce que votre candidat, Monsieur Cabral Libby, reste disposé à s'effacer derrière un autre candidat? Je suis un peu surpris par l'attitude de mon compatriote qui est en face de moi. Vous savez, Cabral Libby a été le premier candidat, avant même qu'il ne soit candidat. Parce que notre cher ami explique ici que le meilleur candidat pour lui, c'est Maurice Kamto. C'est de bonne guerre, et je le concède. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'avant d'aller dire qu'on veut coaliser avec le peuple, est-ce qu'on se rend compte que tout au départ, lorsque Cabral Libby parlait de mutualiser les forces pour demander aux électeurs, aux citoyens camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales, il me souvient que c'est beaucoup plus le candidat
de mon compatriote en face de moi, qui à un moment donné pensait que c'était une utopie, il ne fallait pas aller dans ce sens-là, qu'il fallait beaucoup plus parler de la révision du code électoral. Et lorsque l'étape des inscriptions est passée, on est revenu maintenant à la normale, on s'est rendu compte non, c'était utile de faire la coalition. Et je rappelle que lorsqu'on parlait des primaires, ce n'était pas après le dépôt des candidatures, nous avons commencé à parler des primaires de l'opposition avant même le dépôt des candidatures, avant même avant qu'Abia ne convoque le corps électoral. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à parler des primaires de l'opposition. Donc, est-ce que Cabral Liby pourrait se rallier à une autre candidature? Bien sûr que si jamais les conditions sont réunies. Et je vais d'ailleurs vous rappeler une chose. Nous, on s'est dit, bon voilà, les primaires ne sont peut-être plus possibles. Maintenant, c'est simple. On se retrouve à 8, c'est ce que Cabral Liby a proposé. On se retrouve à 8 dans une salle, c'est-à-dire les 8 candidats retenus par Elikam. Les 8 candidats de l'opposition retenus par Elikam. Et que ces 8 candidats se retrouvent dans une salle. Et qu'on demande à chacun de ne pas voter pour soi-même, de voter pour un autre candidat de son choix. Et on verra qui sortira des urnes. C'est Cabral Liby qui a fait cette proposition. Bon, malheureusement, c'est resté lettre morte. En dehors de ça, je voudrais rappeler à notre compatriote que Cabral Liby a initié, juste après qu'Elikam ait retenu sa candidature, il a envoyé des lettres. Peut-être lui n'est pas au courant de ça, que nous avons reçu le professeur Maurice Kamto pour des discussions. Nous avons discuté, pas seulement avec le professeur Maurice Kamto, on a discuté également avec M. Akere Mouna, avec d'autres candidats, peut-être sauf Franklin Gifor, dont on n'a pas, jusqu'à preuve de contraire, eu l'opportunité de rencontrer. Maintenant, admettons d'ailleurs peut-être que les termes d'une coalition d'un ticket Liby-Kamto ne pourrait peut-être pas avoir lieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de mutualisation des forces de l'opposition? Cette mutualisation prendrait quelle forme? Alors, la mutualisation des forces de l'opposition, nous nous sommes dit, par exemple, nous sommes sur 320 communes au Cameroun. Ça, c'est un chiffre 319, dernier point. Oui, 320 maintenant. Oui, 320. Sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes certains qu'on pourra couvrir 319 communes. N'est-il pas possible qu'au jour d'aujourd'hui, que les autres qui se retrouvent dans les 40 autres communes, qu'on puisse travailler avec ces formations politiques-là pour que le scrutateur de M. Liby soit le scrutateur de M. Kamto, soit le scrutateur de M. Garga, soit le scrutateur de M. Franklin Gifor, soit le scrutateur de Akere Mouna. C'est de ça dont il est question aujourd'hui, puisque tous les autres candidats ont déjà envoyé des tickets à Elikam pour fabriquer les papillons pour l'élection. Tout à fait. Donc, parlant de coalition, c'est un peu, c'est peine perdue. Il faut voir la réalité en face. On peut par contre mutualiser les forces et permettre à ce que les Camerounais, qu'on ne puisse pas voler la victoire aux Camerounais au lendemain de... D'autant d'ailleurs que sur la base des expériences passées, il n'est pas toujours certain que tous les candidats disposent d'un scrutateur dans tous les bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Cette piste serait donc éventuellement une très bonne... Il y a une lettre que nous avons envoyée à tous les autres candidats. Monsieur, d'ailleurs, je félicite l'initiative du professeur Kamto qui a pris sur lui de venir. On a discuté, nous avons discuté. Et j'avoue ici que, bon, généralement, nos candidats sont très, très mal entourés par moment. Je vais l'avouer. Et que si jamais on avait lâché les termes « c'est lui le meilleur », au regard de son bagage intellectuel, si le bagage intellectuel pouvait donner quelque chose à ce pays, nous avons des professeurs par 1000 mètres carrés au Cameroun. Le Cameroun ne serait pas à ce stade-ci, mais on a besoin des hommes qui peuvent penser, qui peuvent mettre l'homme au cœur de l'action, qui peuvent penser en notre Cameroun, pas celui des diplômes, pas celui de l'instruction diplômante, mais des hommes qui peuvent penser en notre Cameroun. Donc, du coup, je me dis que la meilleure solution aujourd'hui, pour ne pas disperser les énergies, c'est que l'opposition se retrouve, que nous nous retrouvions et que nous puissions défendre. Parce que pour parler même de coalition, alors l'idéologie du MRC, c'est laquelle? L'idéologie du Cabral Liby, c'est laquelle? On ne va pas jouer par exemple les gens qui sont centristes ou de droite, ou je ne sais pas. Il faudrait bien qu'il y ait des termes qui encadrent tout ça. C'est autant de choses qu'on n'a pas pu voir au départ. On peut aussi procéder de manière pratique, oublier les positionnements idéologiques, ne se donner qu'un seul objectif, faire partir le candidat qui est au pouvoir et qui se représente, quitte à ce qu'après, on reprenne des discussions sur la forme de gouvernement, le positionnement, le mélange
des influences politiques, des influences idéologiques dans la composition du gouvernement, dans la conduite, dans la politique que le président élu on peut faire. Ça s'est fait au Sénégal, vous vous en souvenez, en 2012, la fameuse, le fameux mouvement M23, ouais. qui était donc un conglomérat de plusieurs forces politiques qui souvent étaient totalement, diamétralement opposées les unes aux autres, mais qui avaient un seul objectif, faire partie le président Wade. Je suis d'accord avec vous sur ce point. C'est d'ailleurs notre travail au jour d'aujourd'hui. Et je voulais rappeler que peut-être nous ne communiquons pas sur les partis qui nous ont ralliés, parce que nous attendons le moment venu. Et le but... Vous pourriez donner à nos téléspectateurs... Je vais peut-être donner le nom. Il y a le PDF, il y a le CNC, il y a le POPC, il y a le PCR, le PDR, l'UNITOC, l'UPDC, et il y a également, je vais l'annoncer ici, il y a un secrétaire général d'un parti politique qui a été recalé, qui nous a rejoint avec tout son staff, mais nous allons laisser l'opportunité à ce bureau politique de pouvoir communiquer là-dessus. Maintenant, est-ce que le but, c'est de pouvoir rallier les différentes formations politiques? Non, pas du tout. Le but est de pouvoir mobiliser les citoyens camerounais. C'est ce que nous avons commencé à faire avec le mouvement 11 millions de citoyens, 11 millions d'inscrits. Et je ne suis pas là pour donner des leçons au MRC ou alors aux autres partis de l'opposition. Nous sommes tous dans cette situation où à un moment donné, on ne se fait pas confiance. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Maintenant, le moment viendra où les Camerounais devront choisir. Les 8 candidats de l'opposition ne se font pas confiance, ne se font pas mutuellement confiance. C'est ce que vous dites. Pourquoi je le dis? Je le dis pour la simple raison que si au jour d'aujourd'hui, on arrive à avoir 8 candidatures au lieu d'une seule candidature, ben c'est parce que les gens ne se font pas confiance. C'est parce que, bon voilà, M. Kamteveran Cabral Libi, le plus jeune, or, ce n'est pas la jeunesse qui... On a Macron en France qui a 38 ans, 38, 39 ans. Au Canada, on a beaucoup d'exemples. On ne peut pas gérer un pays en tenant compte du CV kilométrique de quelqu'un. On ne peut pas gérer ce pays en disant que j'ai été ministre. Non, pas du tout. Ministre de quel régime en plus? Non, mais le CV n'est pas non plus un facteur négatif. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas dit. Je suis juste en train de dire au jour d'aujourd'hui, c'est un peu catégoriser la société et stigmatiser ceux qui n'ont... Vous savez, la candidature de Cabral Libi a quelque chose de particulier. Ça vient du peuple. Ça vient de ce peuple dont on a refusé l'école, dont on a refusé la bonne école. Ça vient de ce peuple qui est confiné à vendre les beignets, les arachides dans les carrefours, devant c'est de ça dont il est question. Maintenant, lorsque vous parlez à ce peuple, vous lui dites, il faut quelqu'un qui a des diplômes, il va dire, non, ça c'est pas mon affaire, je tourne le doigt à la politique, je laisse les diplômés faire la politique. Je crois que ce sont les éléments de langage qu'on va devoir supprimer de notre langage, du vocabulaire politique, pour que ce pays reprenne goût au chemin des urnes. Voilà. Alors, Moïse, le candidat Cabral Libi dit mutualiser les moyens. Vous comprenez ça? Vous seriez partant pour une mutualisation des moyens? Oui, mutualisation. Nous sommes toujours, comme je viens de dire tantôt, nous sommes toujours ouverts. Mais quand il s'agit d'une mutualisation, il faut voir d'abord la base. Il faut consulter la base. Oui, il faut... Non, celui qui vient avec cette idée de mutualisation, il faut voir la base à laquelle ces personnes partent. Parce que mon compatriote venait de dire quelque chose, que peut-être le scrutateur ou peut-être le représentant de tel parti peut mutualiser avec l'autre parti, peut-être lors du scrutin. Est-ce que, soyons quand même réalistes, on ne se connaît pas. Est-ce que réellement on a les mêmes objectifs, qui est l'alternance? Est-ce que franchement on a ces mêmes objectifs? Vous douteriez de la sincérité de certains candidats de l'opposition à travailler pour l'alternance. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? Parce que pour devenir président, cela prend beaucoup. Cela prend beaucoup. Il ne suffit pas peut-être beaucoup de temps, je dis tout. Beaucoup de moyens. Que ce soit moyen, que ce soit son temps, que ce soit l'énergie, cela prend beaucoup. Tout à fait. Et un individu ne peut pas peut-être être là quelque part dans une capitale et se déclare candidat, que je vais devenir candidat ou je vais devenir candidat aux élections présidentielles. Non, il faut d'abord aller travailler. Et on ne peut pas venir faire confiance à quelqu'un qu'on vient de voir un de ces 4 matins qui nous dit qu'il veut mutualiser ses forces avec nous. Ayant déjà travaillé sur le terrain, nous sommes conscients, nous sommes confiants
des travaux que nous avons abattus sur le terrain. Bon, je ne vais pas quand même laisser dire... Quand même, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Très simple. Je suis un homme d'affaires, peut-être je sors des États-Unis, j'ai mes milliards. Vous êtes vraiment au courant que je suis un milliardaire. Et vous, peut-être, je ne sais pas, vous vous débrouillez là quelque part, peut-être dans les maquis là, et vous venez avec un projet, soit me disant que voici votre projet, et après la réalisation, on va se partager les mêmes revenus. Soyons quand même sérieux, est-ce que c'est faisable? Donc, alors, ce n'est pas que vous avez peut-être la propriété intellectuelle, non, vous n'avez pas cette propriété intellectuelle, mais peut-être vous êtes, je ne sais pas, avec vous êtes jeune. Même pas ça. Vous êtes novice. Vous n'avez pas d'état de service. C'est l'expression qui a été utilisée récemment dans l'espace public pour... vous n'avez pas assez d'état de service. Je n'ai pas utilisé cette... Vous n'inspirez pas assez confiance. Je vais dire cela, je vais dire ceci. Pour qu'un candidat soit vraiment fait l'unanimité et soit vraiment à la hauteur et dans le cœur des Camerounais, il faudrait que ce candidat aille sur le terrain, aille toucher les problèmes. Mais tous les candidats le font. Moi, j'ai vu, on a vu les ils le font, mais de quelle manière? Candidats. Monsieur Bonti, tous les 8 candidats de l'opposition. Ils le font, mais de quelle manière? Monsieur Bonti, de quelle manière? Bien. Je vais quand même intervenir là-dessus. Léon insiste depuis je vais rappeler à mon compatriote du MRC que c'est vrai, j'ai beaucoup de respect pour l'opposition. Il est déjà fragile. Je ne vais pas me mettre à tirer sur le MRC ou sur lui, mais je vais quand même lui rappeler quelque chose. Vous savez, si on veut parler de bilan ou de CV, on va questionner le candidat Maurice Kamto. Vous vous souvenez peut-être des événements de 2008? Quand vous parlez de milliards, je peux comprendre que vous avez l'habitude d'en toucher, les 14 et tout ce qui va avec, mais ce n'est pas ça le problème. L'avoir ne doit pas primer sur l'être. Nous sommes dans un pays, on a approvi les Camerounais. Maintenant, si vous venez leur dire que ne peut être président que celui qui a les milliards, dites-nous comment vous les gagnez, les milliards. Nous demandons l'aide du peuple. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs lancé le fundraising, qui est la preuve que le peuple peut répondre présent à une situation, à une sollicitation. Donc, lorsque vous utilisez le facteur financier comme étant un élément, un indice, un facteur... C'est un exemple. Oui, c'est un exemple qui n'est pas fortuit. Je n'ai pas utilisé... Laissez-moi aller jusqu'au bout. Et excusez-moi aussi, je n'ai pas tiré sur un candidat précis. Je parle de l'opposition. De manière générale. D'une manière générale. Bien. Je parle de l'opposition. Et alors, il y a quand même une situation qui me dérange, quelque chose qui me dérange. Vous savez, je pense pas... Mais... Est-ce à dire qu'aucun des 7 autres candidats de l'opposition ne vous inspire confiance? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Parce que pour nous, la confiance, c'est le travail. La confiance, c'est le travail. C'est le travail. Et aucun des candidats n'aurait suffisamment travaillé, pour inspirer confiance au MRC. Non, vous êtes quand même un homme de médias. Vous serez mieux placé pour me donner même les informations. Puis si peut-être il y a eu des meetings vraiment géants. Mais il y en a eu des autres candidats. Monsieur Bonnet. Il y en a eu. Oui, c'est raison pour laquelle je vous demande si vous pouvez me donner ces informations. Monsieur Bonti, je voudrais rappeler quelque chose. C'est important. Là, on est en train de naviguer sur le superficiel. On parle des grands meetings géants, mais monsieur, est-ce que vous savez, en zone rurale, tout le monde peut mobiliser. Tout le monde peut appeler les gens à venir voir le citadin de Yaoundé qui vient avec la veste pour voir. Il est en plein Maroua ou en plein Mokolo, les gens viendront. C'est pas ça le problème. Le problème est qui sont ceux qui viennent vous regarder? Ont-ils des cartes d'électeurs? C'est ça la base. Est-ce qu'ils sont là pour voter? Est-ce qu'ils sont là pour juste contempler le monsieur de Yaoundé qui vient nous parler de politique? C'est de ça dont il est question. Mais quand vous parlez... Laissez-moi terminer. Donc, il est important de comprendre que les meetings prépayés, nous, au niveau de 11 millions de citoyens de l'univers, nous ne les faisons pas. Nous voulons coaliser avec le peuple qui est inscrit. Et l'autre peuple, il faudrait également draguer ce peuple-là pour que ce peuple comprenne que même s'ils ne se sont pas inscrits au jour d'aujourd'hui, lors des futures législatives et municipales, qu'ils s'inscrivent. Nous ne sommes pas là pour démontrer une certaine force de frappe, pour faire des meetings prépayés. Ce n'est pas ça le problème. Bien, alors, on ne va pas continuer d'épiloguer sur les meetings prépayés. L'accusation n'est pas dirigée à l'endroit d'un candidat particulier. Oui, je ne vous aurais pas d'ailleurs laissé le faire. Je voudrais que nous sortions de cette phase par une question. Est-ce que vous pensez, messieurs, qu'il est absolument nécessaire de constituer une coalition pour battre le candidat du RDPC qui se représente à cette élection?
Ben, la coalition n'est pas un projet de société. La coalition n'est pas un projet de société. Même si c'est une nécessité, c'est important, surtout face à un régime qui a fait 36 ans de pouvoir. Et il faut comprendre, il faut faire une différence. L'opposition est le côté de l'arène politique où on ne demande pas de visa, où n'importe qui peut, les anges déchus du système peuvent venir s'impliquer, surtout avec les milliards, et dire qu'ils sont de l'opposition. Donc il faut faire attention, il faut faire la différence entre la vraie opposition et l'opposition du peuple, c'est-à-dire ce peuple-là qui a besoin d'emploi, qui n'a jamais touché aux milliards, ce peuple-là qui a besoin d'avoir des centres de santé équipés. La première serait factice. Voilà, ce peuple-là qui connaît, il faudrait quelqu'un qui sort du peuple pour pouvoir porter la coalition de l'opposition, qui connaît le prix d'une baguette, qui connaît le prix d'un régime de plantain, qui connaît également le prix d'un litre d'essence. C'est important. Et qui connaît également les Camerounais, qui peut également aller s'asseoir dans un bénitariat, pas pour des besoins de photographie politique, mais pour la réalité qui sort du peuple. Et c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y aurait une possibilité? Est-ce que c'est vraiment ça qui peut battre Biya? Non, je ne pense pas. Nous, Cabral Bi et son mouvement, nous sommes la preuve que le Cameroun peut espérer mieux au lendemain, au soir du 7 octobre prochain. Moïse Noyem, est-ce qu'il est absolument nécessaire de constituer une coalition avec les autres candidats de l'opposition pour battre le candidat du RDPC? Oui, d'après nous, je précise que vous pouvez vous exprimer en anglais. Nos téléspectateurs d'expression anglaise seraient particulièrement intéressés et honorés. La vraie coalition chez nous, c'est d'aller à Kousséri, d'aller à Mora, à Tokombere, d'aller à Maroua, Yagua, Kaele, Garoua, Barndake, Dembo, Mayo Bankim, Ngaoundal, ainsi de suite. C'est ça la coalition. En fait, d'aller au nord. D'aller au nord. Mais je voudrais rappeler à M. Noyem que Cabral Libi est le seul candidat. Je vous regarde droit dans les yeux. Cabral Libi est le seul candidat qui est allé au nord et au sud-ouest, sans escorte. Sans gilet pare-balles. Messieurs, il y est allé quand il est allé sans escorte. À Kousséri. Au nord-ouest, je parle de la crise, je parle du nord-ouest et du sud. Puisque vous parlez du nord, visiblement vous êtes originaire du nord. Messieurs, merci de votre participation. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet puisque c'est pas la dernière fois que nous vous invitons sur ce plateau et ce n'est pas non plus la dernière fois que nous parlons de ce sujet. Nous allons marquer une courte pause et nous allons prendre le deuxième moment de ce débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Vous regardez Chantier politique, votre émission de débat politique sur HTV. Nous allons aborder la deuxième thématique de cette émission qui est donc en rapport avec la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une crise qui a déjà emporté beaucoup de Camerounais dans son sillage. Le gouvernement, face à la demande pressante au départ de la communauté internationale, de la société civile au Cameroun, le gouvernement a fini par accepter l'idée d'organiser un dialogue, mais il demande que lui soit indiqué un leader politique avec lequel donc il va dialoguer. Le 30 août dernier, je voudrais rappeler très brièvement cette actualité. Le 30 août dernier, les avocats de Sissoko Ayuk També, qui avait déposé une requête en habeas corpus le 9 août devant le tribunal de grande instance du Fundi, se sont donc retrouvés devant cette juridiction pour plaider leur cause. Cette demande a été rejetée par ce tribunal. Donc, M. Ayuk També va rester derrière les barreaux du secrétariat d'État à la défense avec ses co-détenus, les leaders de ce mouvement qui ont été arrêtés en janvier et extradé au Cameroun. Est-ce que vous comprenez, Moïse, que le gouvernement veuille un interlocuteur politique?
Est-ce que selon vous, il y a une absence d'interlocuteurs politiques? Okay, thank you. First of all, what I would say concerning the Anglophone crisis, I think the problem is coming from the government. Why I'm saying that? Because it has been long. There were clauses during the Fumban conference where the two nations were united. And when you took a clauses, an agreement with two parties, you are definitely going to respect the clauses that you have taken, the engagement that you have taken. But right from that time, since 1961 up to date, the English-speaking part of Cameroon found itself in a difficult conditions that it cannot understand what is really going on. Now, you talk about a figure, a political figure with whom the government is to dialogue. Do you mean, or do you want to tell me that in the whole two English-speaking part of the country, you don't have any political figure with whom you are going to discuss? Ce serait qui, par exemple? You have Barrister Bala. Where is he? Why the government cannot call him and with the others to sit on a table? Vous pensez discuss. que And when you Maître look at Agbor Bala a une assise politique acceptée par, par la totalité, ou en tout cas une frange assez importante des forces politiques des deux régions? no, du you know, Nord-Ouest in et du Sud-Ouest? the northwest and southwest problem is there's no figure there. There's no any emblematic figure there. It's the populations that were felt that they were discriminated, and they decided. When you look at what happened with the lawyers, the barristers, and the teachers, they all came together. So you don't have to mention just a person, but you go, first of all, you go and meet the traditional rulers, the dignities in the northwest and the southwest. You bring them together because they are the representatives of the people. Mais le gouvernement se refuse à s'immiscer. On l'accuserait de s'immiscer, de désigner lui-même ses interlocuteurs qui n'auraient peut-être pas la légitimité populaire. Voilà, it cannot be possible. The government cannot be a player at the same time a referee. C'est pour ça qu'il demande, le gouvernement, que un interlocuteur politique soit désigné. When you look at the initiative of Cardinal Toomey, he mentioned this person. What do you call it? Call him Simon Munsu. Simon Munsu was the person who is supposed to organize the Anglophone General Conference. But what the Minister of Communication said about the initiative of Cardinal Toomey? Le ministre de la Communication, pour répondre rapidement à votre question et permettre à nos téléspectateurs de comprendre très bien cette situation, le cardinal Christian Toomey avait assorti l'organisation de cette conférence à un certain nombre de préalables, notamment le retour des populations déplacées vers les régions, leur milieu de vie normal, le dépôt des armes à la fois par le gouvernement et par les sécessionnistes, et la libération des personnes qui avaient été arrêtées dans le cadre de cette crise. Le ministre de la Communication a donc fait cette sortie médiatique pour indiquer qu'il n'était pas question pour le gouvernement de libérer des personnes qui ont commis des crimes imprescriptibles dans le cadre de cette crise, et qu'il n'était pas envisageable que l'armée du Cameroun, dont le métier est d'assurer l'intégrité territoriale de notre pays, dépose les armes, mais que c'était le travail, c'était ce qu'il fallait demander aux sécessionnistes. Voilà ce que le ministre a demandé, ce qui n'est pas surprenant de la part d'un gouvernement. I want to say something. When we look at what happened in South Africa during the apartheid regime, when you want to be sincere to your people,
You are a leader. You lead the people. And it's your people. How come a government can take arms on his population, on his people? Bien. You look at what happened in South Africa. Desmond Tutu was mentioned to organize a true reconciliation commission. They said whosoever was victim, it doesn't matter whether you are a victim or you are the winner. It doesn't matter. Everybody should forget about what happened, and they all should come together as one people and embrace each other. Now, concerning the English, the Anglophone problem, we don't have to find out who is at fault or who is right. What we need is just dialogue. Just dialogue, by all means dialogue. Sans condition. Anything. No. When we talk about dialogue, it's to bring the people together. But if one party is saying that, no, we as the CRM, we are not for any separatism. No. What we need is dialogue. And we have to dialogue with the people. And when you want to dialogue, you cannot come and start telling me that you want to dialogue, meanwhile you are here with your arm. No, we cannot dialogue in that way. Alors, Léon Onana, vous qui êtes l'un des communicants du candidat Cabral Libye, l'analyse que vous faites de cette situation, puisque vous allez demander aux Camerounais de vous demandez aux Camerounais de vous élire le 7 octobre, et donc si tout se passe bien selon votre propre programmation, vous allez être élu le 7 octobre prochain, et l'un des premiers dossiers que vous allez trouver sur la table, ce sera cette crise anglophone qui a donc déjà emporté beaucoup de Camerounais dans son sillage. Est-ce que vous comprenez la demande du gouvernement camerounais d'avoir un interlocuteur politique? Je suis d'ailleurs d'accord avec mon compatriote M. Moïse. Et il faut comprendre que cette crise anglophone est devenue un fonds de commerce pour certains pontes du régime. Voyez-vous, le président sortant, M. Biya, a mis sur pied une commission nationale du bilinguisme qui ne sert à rien, et du multiculturalisme qui paye des véhicules à 100 millions de francs CFA. Vous voyez bien là où on oriente les solutions pour la crise anglophone, et que ce qu'il faut dire au jour d'aujourd'hui, c'est le fond du problème, c'est lequel. Il s'agit d'un problème de gouvernance. Et c'est justement pour ça que notre candidat parle de régionalisation, peut-être pas d'autonomie, de fédéralisme comme certains l'exigent, mais de régionalisation du Cameroun. C'est la bonne réponse à donner à cette crise-là, pour pouvoir régler cette crise. Maintenant, si vous me posez la question de savoir si... Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait pour que les armes au moins cessent de tourner ces deux régions? Il y a une précision qu'il faut faire, parce que nous sommes en politique et ça ne sert à rien de faire des déclarations à l'emporte-pièce. On ne désarme pas un État. N'allez pas dire à une armée régulière de déposer les armes. Qui est-ce qu'on a en face? Je ne suis tout aussi pas d'accord avec ceux des forces de l'ordre qui tirent sur les populations. De quoi est-ce qu'il est question? Si vous désarmez vos forces de l'ordre, peut-être qui sont sur le terrain au jour d'aujourd'hui, lorsque ces gars rentrent du front, ils deviennent des frustrés que vous allez devoir régler. Et ce sera une armée qui va forcément se rebeller contre vous parce qu'il y a eu des dissensions sur le front. Puisque l'ennemi que nous avons en face, on ne peut pas l'identifier de manière concrète. Et c'est l'occasion pour moi ici de reconnaître que l'initiative du cardinal Christian Toumi est à saluer. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu, que c'est un fonds de commerce pour les membres du gouvernement. Par exemple, si le ministre de la Communication fait une sortie où il déclare qu'il n'est totalement pas d'accord avec la démarche du cardinal Christian Toumi. Pour la sincérité du débat, oui. Ce n'est précisément pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui pour toute initiative qui aiderait à ramener la paix de quelque bord qu'elle vienne. Il se trouve simplement que les préalables posés par le cardinal Christian Toumi pour l'organisation de cette conférence
tous ces préalables ne peuvent pas être réalisés par le gouvernement pour les raisons que j'ai évoquées tout à pourquoi? l'heure. D'ailleurs, vous-même, vous avez parlé d'une de ces raisons. Il n'est pas question, selon lui, pour le gouvernement, de désarmer l'armée dont le premier job est de garantir l'intégrité du territoire national. Et ensuite, il n'est pas question d'absoudre des personnes qui ont, selon le gouvernement, il n'est pas question d'absoudre des personnes qui ont commis des crimes. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec la sortie du ministre pour la simple raison que si ce problème existe aujourd'hui et que nous avons des pertes en vie humaine, c'est un problème de gouvernance. C'est parce qu'on a appauvri les gens. Il y a une clique, un groupuscule d'individus qui a confisqué le pouvoir, qui a pris l'argent qui revenait aux populations et qui en a fait sa propriété privée. Donc c'est tout à fait logique au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que la population cède aux pressions bon, je ne vais pas les appeler terroristes, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des Camerounais qui ont peut-être pris les armes. Je crois qu'il faut le condamner, c'est sûr, mais il faut comprendre d'où est-ce que ça sort ce problème et comment est-ce qu'il faut le régler. Ce que nous allons débattre ici, les Camerounais le connaissent. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour régler cette crise dans l'immédiat. Très bien. Mon candidat Cabral Libi, justement, propose l'autonomisation de nos régions. Parce qu'en réalité, M. Bontsebe, si vous allez dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, vous allez vous rendre compte que les mêmes problèmes, les mêmes revendications, les populations de Molundu peuvent en faire également. Les populations de Mokolo peuvent en faire également. Vous avez pour ceux qui concernent, au moins pour ceux qui concernent les revendications liées à la pauvreté matérielle, à l'insuffisance des infrastructures, des équipements sociaux de base, effectivement, ce n'est pas une situation qui est particulière à ces deux régions, c'est une situation qui est partagée, même vous qui connaissez très bien le Nord, c'est une situation qui est également partagée par les populations de cette partie de ce pays. Mais l'une des revendications, elle est culturelle, elle est liée... Monsieur Bontsebe, est-ce que vous êtes capable de donner du contenu au terme anglophone? Qui est anglophone au Cameroun et qui est francophone? Est-ce celui qui parle anglais ou alors celui qui parle français? Alors, sur ces questions, l'anglophonie n'est pas seulement l'usage de l'anglais. Non, je vous pose la question. C'est une culture, c'est une façon, c'est comme la francophonie. L'anglophonie, c'est comme la francophonie. Mais le Cameroun est membre du Commonwealth. Est-ce que vous aidez à poser la question de savoir quel est le véritable problème qui divise le gouvernement et les compatriotes du Nord et du Sud-Ouest? Pourquoi les compatriotes ont pris les armes? C'est un problème de gouvernance, comme mon compatriote a dit. C'est de ça dont il est question. Au jour d'aujourd'hui, les Camerounais ne se sentent plus chez eux. Donc, il n'y aurait pas un problème anglophone s'il y avait une bonne gouvernance. Mais il n'y aurait pas un problème anglophone s'il y avait une bonne gouvernance. Justement, c'est de ça dont il est question. C'est la position du candidat Cabral. Oui, et c'est justement pour ça que nous sommes dit, au lieu de s'attarder sur ce qui existe déjà, les conséquences, il faut beaucoup plus apporter des solutions, il faut proposer des solutions. Et nous proposons dans l'immédiat, aussitôt, c'est-à-dire qu'au lendemain de sa prestation de serment à la tête de l'État comme président de la République du Cameroun, nous allons accélérer le processus de régionalisation. Il va se déplacer pour aller dans les régions du Nord et du Sud-Ouest pour parler aux populations, pour rassurer tout le monde, et il ira au Nigeria chercher les Camerounais qui vivent dans des conditions, je ne vais pas les décrire ici, qui ont été déportés, parce qu'aujourd'hui, ce sont des Camerounais qui souffrent. Ce sont des Camerounais qui s'entretuent, c'est de ça dont il est question. Et pourquoi ces Camerounais s'entretuent? Pour la simple raison qu'il y a une clique qui confisque tout. Est-ce que vous dites qu'il va se déplacer dans ces deux régions, qu'il va parler au peuple? Est-ce que ce sera sous la forme d'un dialogue? Parce que pour l'instant, la lutte militaire, la lutte armée se poursuit et on n'arrive pas à amener les deux parties belligérantes. Les militaires retourneront dans les casernes. Rassurez-vous. Le premier objectif, l'objectif immédiat, c'est que les armes cessent de tourner. Je vous ai dit, je fais une précision. Entre désarmer une armée et renvoyer cette armée dans les casernes, ou alors renvoyer les policiers dans leur poste de contrôle et tout ce qui va avec pour qu'ils retrouvent l'activité normale, c'est totalement différent de désarmer. Il y a un problème. On a besoin au jour d'aujourd'hui de dialoguer avec les compatriotes du Nord et du Sud. Comment on fait pour amener nos compatriotes qui ont pris des armes pour revendiquer la sécession, comment on fait pour les amener à laisser les armes? Je peux vous rassurer qu'il y a un effet Cabral.
Il y a un effet Cabral, il y a une certaine nouveauté, il y a quelque chose. Et moi, j'ai eu l'opportunité d'observer le déplacement de Cabral lorsqu'il est allé dans le nord et le sud-ouest. C'était des gens qui venaient vers lui pour lui dire vraiment, si jamais vous avez ce pays, on peut encore prendre confiance. On est sûr que vous n'avez en aucun cas participé de près ou de loin au pourrissement de la situation et qu'on peut vous écouter. Il faut un homme crédible. Donc, et Cabral Libi est cet homme crédible. Il faut un homme crédible. C'est votre position également. Comment on fait pour que nos compatriotes qui ont pris les armes pour revendiquer la sécession laissent ces armes? Oui, ce que nous allons faire du moment que nous serons à Etoudi, d'abord, nous allons appeler à un cessez-le-feu immédiat. Parce que il faudrait que nous comprenions quelque chose. La zone anglophone est militarisée. Il y a une différence entre désarmé et démilitarisé. Parce que quand vous partez là-bas, vous voyez la présence militaire partout. Or, ça ne devait pas être le cas. Alors, du moment que nous serons à Etoudi, le premier dossier, nous allons appeler au dialogue. Et maintenant, la forme de l'État. Vous allez appeler au dialogue. Vous allez dialoguer avec qui? Non, mais le gouvernement est le garant d'une nation. Nous allons appeler nos confrères anglophones, qu'ils viennent, qu'ils posent les problèmes. Et ensemble, nous trouverons une solution. Permettez que je précise, puisque vous allez continuer de développer sur cette question. Le cardinal Christian Toumi, la conférence qu'il a appelée avec d'autres leaders religieux, notamment l'imam de la mosquée centrale de Bamenda, l'imam de la mosquée centrale de Buea, le rapporteur de l'Assemblée presbytérienne du Cameroun, l'assemblée qu'ils ont proposée, c'était pour faire deux choses. La première, pour arrêter du côté anglophone les matières à discuter, les matières dont on discuterait dans le cadre de ce dialogue national, mais également les représentants du peuple de la partie anglophone à ce dialogue national. Donc cette conférence avait pour but, conférence programmée d'abord les 29 et 30 août 2018, puis reportée au 21 et au 22 novembre 2018. Donc cette conférence a pour but d'arriver à d'atteindre ces deux objectifs pour ce qui concerne la partie anglophone. Mais répercutant sans doute les préoccupations de la base, il a donc posé des conditions, on vient d'en parler tout à l'heure, et le gouvernement n'entend pas céder à ces conditions, mais le gouvernement exige qu'il y ait quand même en face de lui des gens pour discuter. Comment on fait pour sortir de cette impasse? Vous appelez au dialogue, le gouvernement lui aussi, il appelle au dialogue, donc on n'a pas beaucoup avancé. Vous allez dialoguer avec qui? Est-ce que vous seriez par exemple d'accord pour accepter les conditions que posent les organisateurs de cette fameuse conférence? Est-ce que vous seriez capable de libérer les personnes qui ont été arrêtées, notamment M. Sissikou Ayou Tabé et ses autres co-détenus? Est-ce que vous seriez capable de favoriser le retour des réfugiés, des déplacés? Est-ce que vous seriez capable de déposer les armes si vous étiez au gouvernement? Oui, je vais vous répondre à cette question en vous donnant la vision du MSC. Le MSC veut mettre en place une nouvelle république de justice, une république dans laquelle les citoyens vont se sentir à l'aise, libres. Quand je parle d'une république de justice, qu'est-ce que cela veut dire? Il serait inadmissible qu'après peut-être les investigations, qu'on retrouve un citoyen qui est coupable d'un fait et qu'on le laisse. Donc, simplement, nous allons appliquer notre vision sur cette nouvelle république pour trouver des solutions aux différents problèmes qui préoccupent, que ce soit la partie anglophone, que ce soit la partie francophone. Et je vais vous dire, le 6 décembre 2013, le professeur Maurice Kamte a appelé pour un dialogue national inclusif. Je dis bien le 6 décembre 2013 en Gaoundéré. Mais qu'est-ce que le gouvernement a dit? Le gouvernement a dit qu'il n'y a pas un problème anglophone. Paradoxalement, ce même gouvernement vous dit aujourd'hui qu'il y a une crise anglophone. Pour trouver une solution à ce problème, c'est très simple. Pourquoi les
les avocats anglophones et les enseignants anglophones ont décidé de marcher. Et d'ailleurs, une marche pacifique qui est même dans la Charte universelle des droits de l'homme. Tout être humain a le droit de protester d'une manière pacifique. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis que le système francophone, on utilise ce qu'on appelle French laws dans le système où on devait utiliser le common law. C'est pas praticable. Monsieur Bontiebe, je voudrais réagir à la suite de mon confrère. Alors, Léon, permettez qu'il termine. Vous prendrez la parole tout à l'heure. Donc, vous estimez que ce sont des problèmes de gouvernement, mais c'est bien ce qu'il disait tout à l'heure, qui ont amené les enseignants et les avocats anglophones à protester, ce qui a donc été l'élément déclencheur de cette fameuse crise. Oui, c'est un problème de gouvernement. Et d'où sort ce problème? C'est si vraiment on avait appliqué la décentralisation, si la décentralisation était effective, nous ne serions pas arrivés à ce niveau. Mais maintenant, le fait est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut appeler les différents acteurs. Il y a les figures avec lesquelles on peut bien dialoguer avec. Ce serait quelle figure, par exemple? Vous avez déjà cité... Non, il faut que le peuple décide. Il faut que le peuple décide. Il faut que le peuple envoie ses représentants. Le peuple a envoyé le message selon lequel, pour qu'il envoie ses représentants, il faut d'abord que ceux qui sont en prison soient libérés. Et vous dites que l'exemplarité républicaine que vous promeuvez vous interdit d'absoudre des gens qui ont pris des libertés avec la loi. J'ai donné un exemple d'une république exemplaire. Mais maintenant, ces personnes qui se retrouvent en prison ont des dossiers. La priorité est de remettre de l'ordre d'abord. Pour ces gens qui sont en prison, on va voir les dossiers. Et là, ça sera le cadre de la justice. Ce sera la justice. Oui. Ce ne sera pas, comme vous avez cité le cas de l'Afrique du Sud, ce ne sera pas une réconciliation, ce ne sera pas une commission réconciliation et vérité qui absout tout le monde. Raison pour laquelle moi je dis... Vous allez demander que la justice fasse son travail. Parce que quand je vous dis ceci, je dis et je le redis que c'est le peuple qui va décider. C'est le peuple qui va décider. Oui, peut-être d'un dialogue inclusif. Comment vous allez consulter le peuple? Vous allez organiser un référendum sur cette question? Non, mais le peuple a des représentants. Le peuple a des représentants. Effectivement. Les députés à l'Assemblée nationale, par exemple? Je ne dirais pas ceci. Quand tu auras, par exemple, une conférence nationale, peut-être une conférence anglophone, il y aura des différents partis qui seront représentés. Chaque peut-être clan ou tribu sera représenté, que ce soit les associations chrétiennes, que ce soit les associations de la société civile seront représentées. Et ces associations seront des mandataires ou des porte-parole des populations de ces zones. Très bien. Léon, vous vouliez réagir tout à l'heure. Excusez-moi de vous avoir... Justement, je voulais juste ajouter à la suite de M. Moïse que l'heure n'est plus au diagnostic parce que les faits sont là. Tout le monde sait que le gouvernement a échoué et que le 7 octobre représente en réalité soit le jour de délivrance ou un jour de condamnation à perpétuité encore. C'est pour ça que moi je voudrais inviter les téléspectateurs qui nous écoutent à comprendre que le choix du 7 octobre déterminera la suite ou l'arrêt de la crise anglophone. Si M. Biya est encore président de ce pays par la force le 7 octobre, c'est une façon... Mais il peut aussi l'être par les urnes. Je ne crois pas, M. Bontiebe. Nous avons une assiette électorale qui, moi, je peux le dire haut et fort sur cette chaîne, que Cabral Libye sera président de la République au soir du 7 octobre prochain. Je peux le dire. Très bien. Et je voudrais profiter de l'occasion également pour... Donc, si M. Biya est réélu, vous disiez... Non. C'est une condamnation... C'est une condamnation à perpétuité. La crise anglophone va continuer de... Elle ne sera pas résolue. Pour la simple raison que pour certains, c'est un fonds de commerce. Alors, vous avez vu, je vous prends un exemple. En 2011, à la veille de l'élection présidentielle de 2011, le gouvernement a créé quelque chose. Partant de 2008, la révision constitutionnelle, il y a eu des émeutes de la faim en février 2008, justement, et
ils ont surfé sur ces émeutes de la faim là pour dire, bon voilà, il a fait juste une seule sortie, il a demandé aux apprentis sorciers de se taire et tout le monde est rentré à la maison. C'est un homme fort, c'est l'homme qu'il nous faut. En 2018, on nous sort avec Boko Haram. Entre-temps, au sein du même gouvernement, nous avons des individus qui se doivent, qui disent non, le Boko Haram est à l'intérieur d'ici. Nous, pauvres En citoyens... l'occurrence, c'est le président de l'Assemblée nationale. Non, il y avait aussi Yébé Ayessi qui a déclaré depuis mon atelier que Boko Haram était parmi nous. Oui. Alors la question c'est, est-ce que nous avons une justice indépendante? Pourquoi la justice n'a pas enquêté sur ces propos? Point d'interrogation. Donc au jour d'aujourd'hui, je vois la crise anglophone sous un autre angle. Au-delà du fait que la population se retrouve, c'est comme une bataille d'éléphants où les herbes souffrent, la population se retrouve au milieu. Quelle est la solution? La solution déjà, c'est la rénovation politique. Et c'est la raison pour laquelle nous invitons les populations, les téléspectateurs qui nous écoutent à comprendre que le 7 octobre prochain, c'est le jour unique où ils pourront décider si oui ou non nous devons reconstruire ce pays et qu'il y ait une cohésion nationale effective. Donc, parlons aussi des solutions à long terme. La régionalisation de nos dirigeants, c'est-à-dire que l'autonomisation des collectivités territoriales permettra de donner des réponses précises aux attentes des populations, non pas seulement du nord et du sud-ouest, mais aux populations même de Mokolo, même des Vodoulas, aux populations du Cameroun. Et du coup, je voudrais également dire que est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes capables sur ce plateau de regarder les téléspectateurs et de dire exactement que l'arène politique, nos hommes politiques, que nous qui sommes hommes politiques, qui sommes dans l'arène, nous avons joué notre rôle. Lorsque cette crise a déclenché, cette crise ne date pas de 2016. Tout à fait. Elle date de revendication du Southern Cameroon National Council ne date effectivement pas de 2016. Voilà, donc, et aujourd'hui, c'est comme si on se réveillait parce que les uns et les autres ont pris des armes. Nous sommes aussi fautifs. Et le véritable problème aujourd'hui, c'est de trouver des mécanismes pour ramener nos compatriotes anglophones sur la table. Et c'est pour ça que nous sommes pour la libération des prisonniers. Non pas pour qu'ils reprennent les armes plus tard, mais pour qu'ils acceptent le pardon du peuple. Parce qu'il est inadmissible de prendre des armes contre sa population, contre les autres compatriotes. C'est pour ça que nous nous disons, si, par exemple, M. Sikou Ayouk dit, ok, j'ai fait une erreur, j'ai pris des armes, j'ai encouragé à prendre des armes, je me rends, et je présente mes excuses au peuple camerounais et je vais travailler pour la pacification, pour l'unification, pour l'unité de notre pays. Pourquoi pas le libérer? C'est ça le problème. Et toujours est-il, nous avons par exemple le CED, il est dans les murs du CED selon ce que j'ai appris. Et pourquoi est-ce que le chef de l'État ne peut pas avoir des discussions avec lui? Pourquoi est-ce que le gouvernement qui le détient actuellement ne peut pas avoir des discussions avec Sikou Ayouk et ses compagnons? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se déplacer pour aller en Belgique rencontrer les Marc Barita par exemple? Moi, j'ai eu la chance de discuter avec Marc Barret. Il m'a dit, mon frère, vous et moi, on a pu passer la nuit lorsqu'il était encore étudiant à l'université de Boya. Il me dit, je ne me sens plus camerounais. Je lui ai posé la question, pourquoi? Il dit, mais non, je ne me sens plus camerounais. Et c'est tout à fait logique. Si on est dans un pays où la méritocratie a foutu le camp, c'est logique qu'on se retrouve face à des situations comme celle-ci. Donc moi, j'invite les Camerounais à aller aux urnes le 7 octobre et à choisir celui qui pourra régler cette crise. Donc on a compris, vous seriez d'accord pour l'élargissement des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de cette crise à condition qu'elles-mêmes demandent le pardon du peuple camerounais. Évidemment. Et donc vous feriez un pas vers cette fameuse conférence. Vous aideriez le cardinal Christian Toumi et les autres leaders religieux à organiser cette conférence, mais vous ne seriez pas d'accord pour que l'armée dépose les armes. Les armes doivent être déposées par les sécessionnistes, puisque le travail de l'armée, c'est de garantir l'intégrité territoriale du Cameroun. Si vous désarmez une armée comme celle du Cameroun, mais c'est créer un scandale. Très bien. Donc, dans votre logique, vous encourageriez la conférence initiée par le cardinal pour que les délégués légitimes... Entre-temps, les militaires vont rentrer dans les casernes. On laissera le soin au cardinal Toumi et on parlera aux anglophones. Je vous ai dit qu'un pays qui est gouverné de manière automatique, depuis un hôtel en Suisse, ne peut pas marcher normalement. Ne demandez pas aux Camerounais... Très bien, on vous a entendu. Moïse, vous dites,
nous ne céderons pas. La justice devra d'abord faire son travail, juger ces personnes et si elles sont reconnues coupables d'avoir pris des libertés avec les lois de la République, les condamner, ce qui serait un refus donc ferme aux exigences, aux conditions posées par le cardinal Christian Toumi et les autres leaders religieux. Je précise simplement qu'il ne s'agirait pas, sur la base des informations que nous avons, il ne s'agirait pas de revendications qui viennent d'eux, mais des revendications qui viennent de la base. Oui, apparemment, on ne se comprend pas bien. Je dis ceci, que notre vision du MSC est de mettre en place une nouvelle république. Une nouvelle république, une république exemplaire. Exemplaire de justice. Mais maintenant, le problème qui se passe ou le problème qui s'est passé n'était pas à notre époque. Ce que je veux dire, après la date du 7 octobre, on aurait déjà tourné un nouveau mandat. Un nouveau mandat, effectivement. Donc ça veut dire, des cas ont été, il y a eu des cas déjà faits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réviser les dossiers. Mais entre-temps, nous n'allons pas accepter que le sang continue de couler dans les zones anglophones. Nous allons appeler à un cessez-le-feu immédiat. Nous allons appeler nos frères, parce qu'ils ont des représentants, que ces représentants viennent nous parler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions sortir de cette crise? Et maintenant, ça sera ces mêmes populations qui vont nous dire les sorts. Par exemple, comme mon confrère venait de le dire, si nous voulons un dialogue vraiment transparent, inclusif, nous n'allons pas condamner certaines personnes, quelle qu'en soit leur faute. Raison pour laquelle je dis ceci, que ça sera le peuple qui va décider comment est-ce que nous allons faire peut-être des sorts de leurs compatriotes qui ont peut-être d'une manière à l'autre se sont révoltés contre le gouvernement. Le peuple à travers leurs représentants. Même si jusqu'à présent on ne voit pas très bien comment ces représentants seront désignés dans le cadre de ce qui concerne la crise anglophone. Non, vous avez dit ceci, que le cardinal Toumi a convoqué les imams des mosquées Boya et Bamenda. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a déjà une trace. À la condition de libérer les personnes qui sont arrêtées. C'est-à-dire que la première chose que le gouvernement doit faire, qu'il s'agisse du vôtre, qu'il s'agisse de celui qui est actuel, la première chose que le gouvernement doit faire pour que cette conférence soit organisée, c'est que les personnes qui ont été arrêtées soient libérées. Parce que de toute façon, il faut voir qu'on va respecter la forme territoriale. C'est-à-dire, nous n'allons pas accepter qu'un individu vienne nous dire aujourd'hui, si vous me libérez, je continuerai à me battre pour une session, pour que le pays soit divisé. D'ailleurs, cela. Sur cette question, il n'y a plus beaucoup d'anglophones qui continuent de soutenir. Effectivement. Donc la seule condition sera que les frères du Nord-Sud décident qu'après peut-être les libérations, qu'on se mette ensemble pour travailler pour la prospérité, pour la paix, pour la prospérité, pour le développement de notre pays. Ça ne nous sert à rien d'avoir peut-être les lignes géographiques. À quoi nous n'avons pas besoin des États, des micro-États. Nous avons plutôt besoin, par exemple, regardez, d'un regroupement. Tout à fait. Parce qu'ensemble, nous allons être plus forts. Tout à fait. Je précise sur cette question que le gouvernement, le ministre Atangandi a fait une tournée après sa nomination aux fonctions du ministre de l'administration territoriale. Il a fait une tournée dans ces régions, une tournée d'évaluation sécuritaire à l'issue de laquelle il a rassuré, il a redit la disponibilité du gouvernement à dialoguer, mais seulement avec des Camerounais qui œuvrent pour la paix et pour l'unité du Cameroun. Donc, sur cette question, vous êtes sur les mêmes... pas du tout. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Le dialogue dont parle c'est un dialogue inclusif. Sélectif, non. Le vote sera inclusif, puisque celui que le gouvernement propose est sélectif, effectivement. Si effectivement le gouvernement voulait dialoguer, il ne demanderait pas aux gens de ne pas exiger qu'on libère les Sissi Kouayouk. Qu'est-ce qui empêche Paul Biya de discuter avec Sissi Kouayouk? Qu'est-ce qui empêche Atangandi
d'aller discuter avec Sissi Kouayouk, par exemple, lui qui est le ministre de l'administration territoriale? Qu'est-ce qui empêche ces gens de dire aux autres, écoutez, venez, on discute, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui empêche Paul Biya, qui est président de la République, pas seulement président d'Etoudi ou de la Suisse, d'aller dans le nord-ouest? Il n'est pas exclu que ces discussions, tout au moins de manière informelle, aient cours en ce moment. Si cette discussion avait eu lieu, vous auriez su. Monsieur Tiroma, qui est le perroquet du régime, n'aurait pas pu faire cette sortie aussi désobligeante. Donc du coup, moi je pense que la solution au jour d'aujourd'hui, c'est de rénover l'arène politique le 7 octobre et de renvoyer ces, je ne vais pas les appeler imposteurs, mais de renvoyer ceux qui ont détruit ce Cameroun, qui ont trempé ce pays dans la gadoue, de prendre la retraite. Et nous allons d'ailleurs apporter aussi des réponses par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que la grosse peur de ce régime, c'est de se voir poursuivi. Bon, ils ne veulent pas être poursuivis par la justice. Non, pas du tout. On leur apportera, on va faire l'effort, par exemple, de garantir au président de la République, s'il accepte la victoire de Cabral Libye, on va garantir sa sécurité, il ne sera pas au nid de honte. Il rentrera en Voméca normalement. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je profitais de l'occasion pour lui dire, Monsieur le Président sortant, prenez vos responsabilités au soir du 7 octobre parce que vous serez battu. Ça, c'est certainement la raison pour laquelle je vous adresse ce message. Donc, partez en paix. Ce sera votre dernier mot. Moïse, vous êtes sur la même longueur d'onde. Si vous êtes élu le 7 octobre, vous garantissez également au président sortant sa sécurité et celle de sa famille. You know, we are all Republicans, and we are all brothers and sisters in Cameroon. That is true. So maybe any judicial attempt to the incumbent president would not be fair. We are grateful he served this nation, but we are appealing to him. We thank him for the job he has done so far for this country. But he has to know that it is time. I was born when Biya is in throne already, because I'm not saying he's a president, he's a king. And look at me, I'm growing up and he's looking for another 7 years. That means my newborn baby will come and his father met one president, my son will come and meet one president. Is he the only Cameroonian in this C'est au peuple d'en répondre, c'est au peuple de répondre à cette question et le peuple a une élection le 7 octobre. Non, soyons vraiment, soyons réalistes. Regardez ce qui s'est passé quand le ministre de l'AT était dans le Grand Nord. L'achat de conscience. Est-ce que vraiment le peuple camerounais a besoin d'un sac de riz? Non, je ne peux pas vous laisser accuser un membre du gouvernement d'acheter des consciences. Non, vous avez vu, il a distribué les sacs de riz. Dans des villages, on n'a pas C'était un don du couple présidentiel. Et le seul don qu'ils ont choisi, c'était le don d'eau potable, c'était un don d'électricité, c'était le don de riz. Au bénéfice de la population. Il n'y a pas de riz. Alors, est-ce que ce riz-là existe encore? C'était un don du couple présidentiel. Et le couple présidentiel a uniquement choisi le riz et la viande, c'est ça? C'était un don du couple présidentiel. Parce que maintenant, bien, nous nous sommes rendus compte que nous sommes déjà au veille des élections. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller séduire ces populations avec naïves. Ce sont des populations sinistrées, c'était des populations sinistrées en situation humanitaire et qui avaient donc besoin. La meilleure solution aurait été de leur accorder des Je me pose vraiment des questions. Excusez-moi, je me pose vraiment des questions. Est-ce que vraiment nos leaders aiment vraiment ce pays? Très bien. Vous aurez la campagne électorale pour apporter cette réponse aux électeurs. Merci Moïse Noyem, vice-président national du MRC Jeunes. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir honorés. Merci d'avance d'accepter nos prochaines invitations sur ce plateau. Merci également à vous, Léon Onana, communicant du candidat Cabral Libye, d'être venu. Merci à vous. Comme avec lui, je vous remercie d'avance de votre disponibilité à répondre à nos prochaines invitations sur ce plateau. Je précise à l'endroit de nos téléspectateurs que nous aurions aimé avoir un représentant du candidat du RDPC à cette élection, mais
Tous ceux Et que bon, nous nous avons avons, absents. que nous avons invités se Malheureusement. sont montrés indisponibles finalement. Nous espérons les avoir pour les prochaines éditions. Merci à J'étais vous. très content peut-être Merci. d'avoir sur le plateau un candidat parce que j'allais leur demander quel est le bilan. La vérité Merci, est difficile. merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir conservé votre fidélité ce soir encore. Chantier politique rentre en gare. Restez sur le programme de HTV et à la semaine prochaine.